Bonjour à tous. Merci Olivier Marleix d'avoir accepté notre invitation en cette période de débat sur la réforme des retraites. On voit que votre parole est attendue. Député d'Eure-et-Loir, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, bien sûr. Et tout de suite sur ce sujet des retraites, je laisse la parole à Chantal Didier pour une première question, en vous rappelant que notre rencontre est diffusée en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale et qu'un live tweet est assuré par Nicolas Prissette et Stanislas Noyer. Chantal. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bon, la mobilisation semble augmenter. En tout cas, elle ne baisse pas. Est-ce que pour vous, le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion ? Bonjour. Je pense qu'effectivement, le gouvernement il part quand même avec un lourd handicap sur cette réforme des retraites, qui est l'impopularité du président de la République. Et on voit bien que cette réforme, elle cristallise beaucoup de mécontentements qui vont peut-être au-delà de la question du recul de l'âge de la retraite. Puis fondamentalement, j'ai envie de dire, voilà, on ne sent pas... Peut-être que chez le président de la République, son vrai projet, c'était le projet de 2018, où il voulait casser la sécurité sociale. C'est beaucoup moins celui-là, c'est peut-être pour ça qu'on le voit moins s'engager dans le soutien à cette réforme, qu'on sent assez peu de conviction chez lui. Et c'est vrai que le président de la République, il est un peu à contre-emploi aujourd'hui pour défendre une réforme. C'est quoi cette réforme ? C'est la défense du système par répartition. La défense du système par répartition, c'est la défense du pouvoir d'achat des retraités. Le système par répartition, c'est un système de solidarité, en fait, par opposition à la capitalisation. La capitalisation, c'est le chacun pour soi. Ceux qui ont les moyens se constituent une retraite, les autres, ils font comme ils peuvent. C'est ce qui existe aux États-Unis, où on travaille jusqu'à 75 ans si on n'a pas une bonne retraite. Le système par répartition, c'est tout le contraire. C'est un système de solidarité qui est plus favorable, qui est très redistributeur et qui est plus favorable aux gens les plus modestes ou à ceux qui vont être le plus abîmés, entre guillemets, par leur vie professionnelle et qui vont pouvoir partir plus tôt. Je crois de mémoire que c'est 40% en réalité des Français qui, à un titre ou à un autre, partent avant l'âge légal. C'est quand même énorme et tout ça est permis par notre système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc c'est ce système-là qu'on veut d'abord sauvegarder, et c'est sûr qu'Emmanuel Macron n'est pas très crédible dans le rôle de défenseur des plus modestes, lui qui a été affublé du surnom de président des très riches. Voilà. Pour nous, la principale raison qui justifie cette réforme des retraites, c'est la défense de ce système par répartition, et d'autre part, avoir la capacité, en quoi est-il compromis ? Il est compromis aujourd'hui par des déficits qui ne sont peut-être pas abyssaux. Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs de compréhension pour l'opinion publique. Un déficit qu'on a connu avant la crise Covid, qui était de 5-6 milliards par an, qui sont annoncés à partir de 2027 comme étant sans doute plus importants. Et donc, ils ne sont peut-être pas abyssaux à côté du budget de l'État, mais en tout cas, ils empêchent une chose, qui est d'augmenter les retraites. Aujourd'hui, j'ai découvert ce chiffre, j'avoue que je ne le connaissais pas, je me suis penché dessus à l'occasion de la réforme des retraites. Un salarié qui ferait toute sa carrière au niveau du SMIC, ce qui malheureusement existe, peut terminer SMIC plus 10%, mais quand on fait la moyenne des 25 meilleures années, il ne sera pas beaucoup au-dessus du SMIC. Il part avec 930 € bruts. 930 € bruts par mois. Pour moi, c'est indigne d'une vie de travail. Et donc, la retraite, c'est le seul capital qu'ont en fin de vie les gens qui n'ont pas de capital. Et donc, c'est ça qu'il faut pouvoir défendre et qu'il faut pouvoir améliorer. Et c'est la seule raison qui doit nous guider. Moi, voilà, je vous laisse poser des questions. Je veux dire, vous avez obtenu gain de cause, puisque la retraite à 1 200 €, non seulement pour ceux qui entreront dans la retraite avec cette réforme, mais ceux qui sont le stock, si j'ose dire, excusez-moi l'expression, donc vous allez voter cette réforme, puisque vous avez obtenu justement ce à quoi vous tenez le plus. Oui, écoutez, on a obtenu, après, on avait posé trois préalables. Le premier préalable, c'était pas de hold-up sur les réserves des régimes privés, notamment vous savez que l'Agirc-Arrco a
aujourd'hui 70 milliards de réserves. Normalement, ils doivent avoir 6 mois de réserve, 6 mois de retraite, de versement. Ils en ont 9. Et donc ce supplément, enfin, il y avait un vrai risque que l'État leur fasse un hold-up là-dessus pour financer l'incurie budgétaire de l'État par ailleurs. D'ailleurs, c'est un risque, une suspicion qui a été nourrie par de nombreux ministres, par Bruno Le Maire, par M. Attal, qui ont répété, on a besoin, oui, il faut faire la réforme des retraites, parce qu'on a besoin d'argent pour autre chose. Enfin, on ne demande pas aux Français de cotiser pour payer la rénovation énergétique. Il n'y a pas de lien. L'argent des cotisations retraite va aux retraites. Donc il fallait absolument éclaircir cette histoire qui a pris des proportions très, très importantes. Et tous les responsables syndicaux étaient convaincus qu'il y aurait ce hold-up. Donc ça, c'est une première condition qu'on a posée, qu'on a obtenue. La deuxième, c'était le rythme de la réforme, pour avoir un rythme qui me paraissait le plus acceptable possible pour les Français. Il faut rappeler que les 64 ans, ce n'est pas demain, c'est dans 9 ans. Hein. C'est un rythme quand même relativement acceptable, beaucoup plus que... Vous imaginez ce que serait l'ambiance si on était aux 65 ans au rythme de 6 mois par an, comme le proposait le gouvernement initialement. Et troisième condition, effectivement, que la revalorisation à 85% du SMIC, elle s'applique au stock, entre guillemets, pardon, c'est inélégant, des... près de 2 millions de retraités qui ont des carrières complètes et qui sont en dessous, notamment beaucoup de femmes, beaucoup d'indépendants, qui ont des années soit sous-cotisées pour les indépendants, soit validées mais pas cotisées pour les femmes. Et donc oui, c'était des mesures importantes. Après, il reste, on a découvert le texte il y a une dizaine de jours maintenant, il y a beaucoup d'autres sujets qui méritent d'être travaillés. Je n'y vois pas très clair. Je me suis amusé à aller ce matin sur le site de la CFDT pour essayer de comprendre très précisément. Les syndicats connaissent mieux que les parlementaires, il faut le reconnaître, les spécificités des régimes de retraite. Pour bien comprendre comment marche le dispositif de carrière longue, c'est assez édifiant. Eux-mêmes disent qu'on n'y comprend rien, quoi. Donc il y a cette question des carrières longues qui est sur la table. Il y a la question de l'emploi des seniors, sur lesquels il faut que le gouvernement soit un petit peu plus convaincant sur le fait qu'il est... parce que c'est une inquiétude de bon sens partagée, y compris par les gens qui sont pour la réforme, de dire mais c'est déjà difficile de trouver du travail aujourd'hui à 50 ans, alors nous faire travailler jusqu'à 64 ans, est-ce que c'est sérieux, etc. Je pense qu'il faut que le gouvernement soit plus convaincant dans sa volonté de veiller à ce que les choses évoluent bien. Enfin voilà, il reste encore un certain nombre de sujets sur la table sur lesquels on attend des réponses du gouvernement. On reviendra sur ces sujets sans doute point par point, mais pour bien vous comprendre, donc vous dites Emmanuel Macron pas crédible, explication de la réforme ratée à ce stade en tout cas, réforme impopulaire quand on voit la mobilisation d'hier, mais vous êtes sur le fond d'accord avec Elisabeth Borne quand elle dit que les 64 ans, c'est pas négociable, c'est une question de responsabilité. Vous êtes prête à aider le gouvernement sur ce sujet-là ? On peut ne pas aimer Emmanuel Macron, on a le droit de ne pas aimer Emmanuel Macron, mais on n'a pas le droit de ne pas aimer nos retraités. Voilà. Et donc, moi, sincèrement, ça fait 3 campagnes électorales législatives que je fais en disant que je me battrais pour revaloriser les petites retraites. La revalorisation, elle ne tombera pas du ciel. Elle passe par une réforme sur la poursuite du relèvement de l'âge. Réforme commencée, si on peut dire, par Nicolas Sarkozy en 2010, qui avait hésité à l'époque entre 62 et 63, qui, pour des raisons d'acceptabilité, avait jugé qu'il fallait s'arrêter à 62 ans. Voilà, et on propose 63 ans à la fin du quinquennat, 64 ans après. Oui, il faut le faire. Une fois encore, on peut ne pas aimer, on a le droit de ne pas aimer Emmanuel Macron, on n'a pas le droit de ne pas aimer nos retraités. Et nous, c'est pour nos retraités qu'il faut faire cette réforme. C'est quelque chose que vous devez expliquer, dont vous devez convaincre, y compris certains de vos collègues au sein du groupe Les Républicains, quand on les entend Oui, bien sûr, bien sûr. Quand je vois des collègues, parfois de départements ruraux où les retraités sont très modestes, je dis, mais est-ce que tu as bien réfléchi quand même à ce que sera l'impact de la réforme dans ton département, quoi. Bien sûr, je comprends que quand on est... les régimes spéciaux, ça pourrait être pire. Hein. D'ailleurs, on a proposé des amendements pour distinguer dans les régimes spéciaux que ceux notamment qui sont entrés le plus récemment, les générations qui sont entrées le plus récemment dans les régimes spéciaux. On pourrait peut-être leur demander une convergence
qui soit double des autres. C'est-à-dire on demande, en clair, la convergence qu'il leur est demandé aujourd'hui, c'est faire plus 2 ans, comme tout le monde. Bon, je comprends qu'on ne bouscule pas. Si, les bénéficiaires de régimes spéciaux aujourd'hui, ils n'ont pas volé leur statut. C'est l'État qui leur a donné. Bon, donc moi je suis quand même partisan qu'on ne chamboule pas la vie des gens à quelques très proche de la retraite. En revanche, ceux qui sont entrés assez récemment dans les régimes spéciaux, on pourrait imaginer que l'effort de convergence qui leur est demandé soit du double. Bon, donc, enfin voilà, je me suis un peu éloigné de votre question, mais oui, il faut pas perdre de vue ce qu'est l'objectif de cette réforme, c'est voler un peu au secours du niveau de nos retraites qui continuera de baisser dans le temps. J'ai pour le coup, tous les scénarios du corps le montrent. S'il n'y a pas de réforme, il y aura un appauvrissement continu des retraités. Alors certains le revendiquent, hein, c'est la solution proposée par Terra Nova, par le think tank du PS, quand même, c'est formidable. C'est oui, laissons s'appauvrir les retraités, en considérant que le pouvoir d'achat des retraités, il est encore un petit peu au-dessus de la moyenne. On considère, là, on prend de grands agrégats un peu macroéconomiques. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Moi, j'ai déjà donné cette référence, mais vous savez, je reçois 500 personnes chaque année dans ma permanence. En 10 ans, les 2 seules personnes que j'ai vues pleurer dans ma permanence, ce sont des retraités. Une dame de 85 ans, une autre qui doit avoir 89 ans. C'était au moment où il n'y avait pas eu 2 ou 3 ans de suite, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 2012, 2013, il n'y avait pas eu de revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu. 2 ans de suite. Et donc des gens qui, avec 1100 ou tout juste 1100 euros de retraite, je pense, étaient devenus imposables à l'impôt sur le revenu, imposables à la taxe d'habitation, imposables à la redevance. Et cette année-là, je pense que je n'étais pas le seul député, beaucoup de petits retraités sont devenus imposables. Et quand vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire, etc., tout ça. Et une de ces... c'est vraiment des situations de grande détresse chez des personnes âgées. Celle qui avait 89 ans me dit, mais monsieur le député, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve en découvert à la banque. Voilà, la première fois de ma vie, à 89 ans, je n'endors plus. Et qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas me remettre à travailler à mon âge. Voilà, donc c'est vraiment les solutions, parmi les situations les plus oui, choquantes qu'on rencontre dans notre pays, que des gens qui ont une carrière complète, une vie de travail complète, ne puissent plus profiter de leur retraite. Je vais dire dignement, c'est même chichement, quoi. Voilà. Je vous relance là-dessus avant de passer la question à Frédéric Aziza. Nos collègues de France Inter ont fait un travail il y a quelques jours en appelant les députés de votre groupe. Si je me souviens bien, 15 ont dit qu'ils voteraient pour à ce stade, 16 contre et 20 n'ont pas souhaité répondre. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui qu'au bout du compte, une majorité, voire une très grande majorité des députés de votre groupe voteront cette réforme, en tout cas ne voteront pas contre? Écoutez, je pense que collectivement, c'est pour ça que... Enfin, vous savez, la députée s'aime bien quand même que le débat ait lieu au Parlement. On n'est pas désigné par des appareils politiques. Je pense que c'est la spécificité de mon groupe. Donc on considère qu'on a un travail de député à faire, qu'on n'est pas dans la posture a priori, quoi. Et donc je pense que la quasi-totalité des députés, par ceux qui ont vraiment une religion extrêmement précise, attendront de voir dans quelle mesure le gouvernement, on a mis 14 principaux amendements au point sur la table, on attend de voir les réponses qu'on a sur ces sujets-là. C'est qu'il y a des sujets qui sont plus importants, auxquels un grand nombre de députés sont plus attentifs. On attend de voir ce que seront les réponses du gouvernement. Mais si le gouvernement répond aux différents sujets qu'on a mis sur la table, je pense qu'il y aura une majorité du groupe pour soutenir la réforme, bien sûr.
Frédéric. Oui, est-ce que, comme le député de votre groupe, Pierre-Henri Dumont, vous êtes pour la suppression du régime spécial des sénateurs? Il a déposé un amendement qui a été retoqué parce que c'était pas conforme à... ça ne pouvait pas être débattu dans le cadre du PLFSS. Et est-ce que d'ailleurs vous l'avez autorisé à déposer cet amendement? Est-ce qu'il a déposé avec votre accord? Il faut préciser que la pension des sénateurs pour un mandat de 6 ans, c'est 2190 € net. Je crois savoir qu'il est plus favorable que celui des députés, mais très sincèrement, je ne vais pas rentrer dans ce genre d'histoire. Je respecte l'indépendance de chacune de nos chambres. Donc je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. C'est pas, voilà, j'ai découvert qu'il avait, par la presse, qu'il avait déposé cet amendement. J'ai découvert qu'il n'était pas recevable. Et voilà. C'est au Sénat, mais je pense que le Sénat, depuis... Je crois me souvenir aussi que Gérard Larcher avait confié à Philippe Bas il y a quelque temps une mission pour travailler sur le régime de retraite du Sénat. Ce sont des caisses autonomes de sécurité sociale. À l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer avait totalement aligné notre caisse sur le régime général. Il n'y a rien de dérogatoire. Voilà, je fais confiance au Sénat pour mener à bien sa réflexion sur le sujet. Le texte est examiné en ce moment en commission des affaires sociales jusqu'à ce soir 20h. Hier, un peu avant minuit, l'article 2 sur l'index senior a été adopté. Il y a au total 20 articles dans le texte. Le débat semble, sauf à ce que ça s'accélère très fortement aujourd'hui, assez enlisé. Est-ce que vous craignez qu'il en soit de même dans l'hémicycle et que du coup l'ensemble des points et des sujets de ce texte ne puissent pas être débattus, abordés en séance publique? Je ne sais pas ce que sera la stratégie de la NUPES. Est-ce qu'ils continueront à vouloir empêcher le débat de se dérouler en ayant un débat finalement extrêmement théorique sur... on a vraiment l'impression d'être revenu à un débat sur le capital, l'aliénation de l'homme par le travail, enfin un débat très théorique et qui je crois, assez éloigné quand même en réalité des problèmes très, très concrets qu'on a réglés. Je ne entends pas forcément beaucoup défendre la réalité de la vie des gens, quoi. Il y a des sujets intéressants quand même qui ont été ouverts, qui sont sur la table dans ce texte. La question de la pénibilité, le gouvernement a un peu discuté avec les partenaires sociaux pour essayer d'être dans une logique davantage de prévention et pas seulement de départ anticipé une fois que c'est trop tard et que les gens ne sont plus en état de poursuivre leur travail. Moi, je préférerais vraiment qu'on discute de ça, quoi, de l'effectivité du droit à la reconversion professionnelle, arriver à un stade d'une carrière dans un métier dont on sait qu'il est pénible. Je pense, on les connaît ces métiers. C'est vraiment, voilà, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose au nom d'une posture idéologique qui est quand même assez désastreuse. Ce discours quand même sur, je veux bien et je comprends parfaitement que le rapport des Français au travail a changé, notamment sous l'impulsion l'effet, on va dire, du Covid et du fait qu'on est resté chez nous, une espèce d'illusion qu'on pouvait rester chez soi et en étant payé, que le monde continuait ne s'écroulait pas et continuait de tourner. Bon, il y a une grande part évidemment d'illusion dans ce moment-là, mais après on a découvert que le télétravail permettait, dans certains métiers, de libérer un peu des rythmes de travail. C'est un sujet intéressant, évidemment. Le progrès technique a toujours contribué à améliorer les conditions de travail depuis toujours, depuis qu'il y a des lois sur le travail. Le progrès technique a permis aux hommes de s'affranchir d'un certain nombre de servitudes, mais ça ne doit pas aller jusqu'à remettre en cause l'idée qu'on devrait travailler, quoi. Voilà, l'homme à la préhistoire, pour sustenter ses besoins, il a commencé par la cueillette, la chasse, ce qui était un travail, après l'agriculture. Enfin, on ne vit pas sans travailler, quoi, voilà. Et donc je trouve assez terrible quand même de voir à quel point cette idée que le travail serait une sorte d'aliénation, enfin ce discours marxiste qui est aujourd'hui réintroduit et qui est vraiment loin des problèmes qu'on a à régler, quoi. Oui, vous insistez sur le côté social et juste de la réforme. Ne craignez-vous pas justement que ce soit les éléments que le Conseil constitutionnel censure en disant que ça n'a rien à voir dans ce texte
qui est un projet de loi rectificatif de financement de la sécurité sociale. Sur la pénibilité Oui, pénibilité, bon, l'index senior en tout cas. J'ai pas vu, mais je me trompais, mais j'ai pas vu que le Conseil d'État avait pointé de risque d'inconstitutionnalité sur ce sujet-là. Bon, c'est vrai qu'après on peut regretter. Moi, je le regrette, même si je le comprends un peu, mais la procédure d'un PLFSS, c'est vrai qu'un projet de loi ad hoc aurait probablement permis de prendre un peu plus de temps, de mieux débattre de tout ça. Bon, on aurait sans doute été en temps programmé, ça aurait eu d'autres inconvénients. Après, voilà, sur le risque de censure, j'ai pu comprendre que le Conseil d'État n'avait pas jugé qu'il y avait de risque majeur à utiliser cette procédure, qui est aussi justifiée par le fait que les dépenses de la sécurité sociale sont dans une loi de finances de la sécurité sociale. Frédéric. Oui, Frédéric Delpech pour LCI-TF1. Pour bien clarifier votre position, là, vous nous avez expliqué que la réforme est indispensable à vos yeux, mais que vos députés vont attendre de savoir pour la voter. Votre position à titre personnel, est-ce que vous votez de toute façon cette réforme, ou est-ce que vous posez comme condition que l'amendement adopté par 62 de vos députés, signé par 62 de vos députés, si je ne m'abuse, concernant ceux qui ont commencé à travailler avant l'âge de 21 ans, qui n'auront qu'un trimestre au lieu des 5 actuellement dans le texte du gouvernement. Est-ce que vous posez comme ligne rouge la prise en compte de cet amendement par le gouvernement, ou vous, de toute façon, vous voterez, quoi qu'il advienne, cette réforme? Encore, 62 de nos députés, ça veut dire la totalité du groupe. C'est aimable de ne pas rappeler que nous ne sommes plus que 62. Mais donc c'est un amendement de groupe. Donc on l'a tous co-signé. Et le sujet pour le gouvernement, c'est effectivement, est-ce qu'il veut avoir une majorité? Voilà, il faut qu'il emmène, qu'il convainque le plus de députés possible. Et ce sujet, il est perçu comme important pour beaucoup de députés de notre groupe. Donc oui, il faut que le gouvernement avance là-dessus. Voilà, moi je n'aime pas donner certainement pas donner un blanc-seing, alors même que le débat n'a pas commencé dans l'hémicycle. Enfin, ce serait autoriser le gouvernement de faire un bras d'honneur sur tous les amendements qu'on a déposés. Donc n'attendez pas de moi que je dise des choses comme ça. Oui, mais moi aussi. Stanislas. Non, pardon, à côté. Oui. Bonjour, Marie Mollet pour RTL. Je poursuis la question de mon confrère. Vous avez été reçu par Matignon ce matin, c'est ce que nous apprennent nos confrères du Parisien. Qu'est-ce que vous avez dit à Elisabeth Borne? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quel sujet avez-vous abordé? Peut-être la question des 44 annuités dont vous nous parliez à l'instant. Oui, écoutez, vous savez, on a eu de nombreux rendez-vous avec le ministre du Travail d'abord, la Première ministre, voilà, et au moment où ce texte est en commission, la commission se termine ce soir. Après, on va ouvrir la phase de dépôt d'amendements pour arriver on est évidemment dans des discussions pour défendre nos amendements. Donc, on est allé reparler à la Première ministre d'un certain nombre de sujets, la question des carrières longues. La question des carrières longues, elle a été ouverte aussi très clairement maintenant y compris par des employeurs. Je vous renvoie à la position, il y avait un article, je crois que c'était mercredi dernier, dans un grand quotidien économique, qui faisait état du fait que M. Asselin, le président de la CPME, et l'UDP, CPME qui gère le RSI, ça ne s'appelle plus RSI je crois, mais enfin la Caisse des indépendants, considérait qu'il fallait, que le gouvernement devait effectivement harmoniser le dispositif des carrières longues pour que ceux qui ont commencé à 20 ans ou avant n'aient pas une durée de cotisation supérieure aux 43 annuités. Donc dès lors que des employeurs le demandent aussi, rejoignent ce qui est une demande aussi d'un certain nombre d'organisations syndicales, notamment la CFDT, etc. Je pense que ça devient un sujet un petit peu important. Donc voilà, ce sujet-là, on est allé en reparler avec la Première ministre. On a révoqué le fait qu'il manquait des éléments sur la natalité. Enfin, la soutenabilité de notre système par répartition, elle va de pair, elle nécessite qu'on inverse les courbes de la natalité. La seule courbe que M. Hollande a finalement réussi à inverser dans ce pays, c'est celle de la natalité.
à cause de deux mesures importantes, la mise sous condition de ressources des allocations familiales et la réduction du quotient familial. Donc là, il a réussi à inverser la courbe et à diminuer la courbe de la natalité dans ce pays. À partir de 2014, elle a fléchi. Si on veut repasser au-dessus de 1,8 enfants par femme, pour assurer le renouvellement des générations, je rappelle que comme les hommes ne font pas d'enfants, il faut que les femmes en fassent pour 2, si je puis dire, donc fassent en moyenne 2 enfants si on veut renouveler les générations, un peu plus. Eh bien, ça suppose qu'on ait une politique qui concilie à la fois, et d'ailleurs pour les retraites, qui concilie emploi des femmes et maternité et natalité. Bon, donc ça reste un sujet aussi très important. L'emploi, on a parlé de l'emploi des seniors. Et on a évoqué aussi la question de l'outre-mer. Enfin, voilà quelques sujets, la clause d'envoyure, mais qui a été votée en commission des finances. Stanislas Noyer, journaliste indépendant. J'avais juste une question sur cette question de la durée de travail, de la durée de cotisation des jeunes qui ont commencé avant 20 ans. Justement, il y a soit le dispositif carrière longue, soit un dispositif élargi à tous les jeunes qui ont commencé avant 21 ans même, je crois, selon votre amendement. Est-ce que vous avez donc une précision là-dessus? Et ensuite, est-ce que vous avez une idée de combien ça coûte? Parce qu'il semble qu'on ait des difficultés à savoir combien ça coûte. Et j'ai entendu parler d'une fourchette de 1 à 9 milliards. C'est quand même... Alors nous, très humblement, on a des difficultés à savoir combien ça coûte. On n'a pas les mêmes outils. On n'a pas les mêmes outils que l'État. L'État lui-même, d'ailleurs, n'a pas ses outils. C'est les caisses de sécurité sociale qui l'ont. Et je vous rappelle que quand on parle de caisses de sécurité sociale, on parle de dizaines de régimes alignés, etc. Donc tout ça est assez compliqué. C'est vraiment l'objet notamment de cette réunion de ce matin, de bien préciser notre demande. Et on attend le retour de Matignon. On est bien, on s'inscrit très, très clairement dans un dispositif on a dit à la Première ministre que la demande de limiter aux 43 annuités concernait les carrières, devait s'inscrire dans un dispositif de carrière longue. Les carrières longues, c'est des gens qui ont commencé plus tôt, dont on considère que lorsqu'ils ont acquis leur un certain nombre de durées de cotisation, on leur aménage, on déroge à la durée, à l'âge légal. On déroge à l'âge légal. Donc c'est bien pour cela qu'on demande, et tout cela, c'est-à-dire tous ceux qui ont démarré, c'est les générations, donc c'est 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Voilà. Enfin, ceux qui ont commencé à travailler à cet âge-là. En réalité, sur la question, ce n'est pas une question de coût, d'ailleurs quand on parle de coût, parce que ceux qui aujourd'hui ont 17 ans, ils partent après 43 annuités. Ceux qui ont 18 ans, ils partent avec 43 annuités. Ceux qui ont 19 ans, ils partent avec 43 annuités. Donc en réalité, ce qu'on demande, c'est que ceux qui commencent à 20 ans ne passent pas à 44 annuités. Donc en réalité, c'est évidemment pas un coût par rapport à la situation actuelle, au droit actuel. C'est éventuellement un manque d'efficacité ou une moindre efficacité de la réforme. Ce n'est pas un coût, soyons très clairs, par rapport au droit actuel. Oui, François, j'avais raison politique. Il y a une sorte de pataquès entre la NUPES et le Rassemblement national à propos de la motion référendaire. Vous étiez donc là mardi à la conférence des présidents. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Normalement, le premier qui dépose une motion référendaire peut est en priorité, alors qu'il y a eu un recours au tirage au sort. Est-ce que c'est une... En clair, le règlement de l'Assemblée nationale n'était pas très clair. Je crois que c'était une première. Dans le règlement de l'Assemblée, il y a des dispositions dans lesquelles c'est le premier qui dépose qui soit reconnaître le droit. Et puis, il y a des dispositions spécifiques, c'est le cas sur les motions de renvoi en commission, où il est très clairement dit que quand il y en a 2 qui sont déposés, ou plusieurs qui sont déposés, il y a une sélection par tirage au sort. Moi, j'étais plutôt partisan de retenir l'interprétation qui était sur laquelle on est comme pour les commissions d'enquête, comme... je ne sais plus dans quel autre cas, enfin, il y a d'autres cas où c'est le premier qui a déposé qui
qui voit sa demande satisfaite. Ça me paraissait... voilà, je rappelais que j'étais très gêné de devoir arbitrer entre le Parti communiste et le RN. Le Parti communiste avait annoncé son souhait c'est eux qui ont eu cette initiative il y a plusieurs mois déjà, quand Madame Le Pen ne l'a eu qu'il y a quelques semaines, quoi, à peine. Donc voilà, ça m'aurait paru plus légitime qu'on considère qu'il y avait une antériorité et un dépôt d'abord de... Voilà. Bon, visiblement, la majorité s'était beaucoup concertée pour donner sa chance à Madame Le Pen. Tous les groupes de la majorité s'étaient parlé avant en disant il faut donner sa chance au tirage au sort, il faut donner sa chance aux autres. Voilà. C'est une illustration de plus du numéro de duettiste que nous fait le président de la République avec Madame Le Pen, Guignol et Niafron. Je dis Guignol et Niafron parce que ce matin j'ai cherché la référence dans une radio et j'avais plus Guignol en tête. Mais non, ces deux personnages, Madame Le Pen se dit, fait des affiches, j'ai vu ça dans ma circonscription, première opposante. Opposante choisie. C'est formidable d'avoir une opposante qui perd toutes les élections présidentielles les unes après les autres, avec une régularité assez constante. Je comprends que le président de la République y tienne, et tienne à ce point à la favoriser. Donc c'est un énième exemple de ce numéro de duettiste qui pour moi est absolument calamiteux pour notre pays. Sur le fond, est-ce que la réforme des retraites vous paraît pouvoir être un sujet de référendum ou est-ce que c'est au Parlement d'en débattre en tout cas maintenant? À quoi ça sert d'avoir 88 députés à l'Assemblée nationale si c'est pour considérer qu'ils ne servent à rien et qu'il faut faire ça par référendum? Sincèrement, ça apparaît comme pas très courageux, quoi. Comme pas très courageux. Oui, bonjour, Claire Galen de l'AFP. J'aimerais revenir sur cette rencontre que vous avez eue ce matin avec Elisabeth Borne. Est-ce qu'il y avait d'autres ministres autour de la table et les avez-vous sentis ouverts particulièrement à l'une ou l'autre de vos demandes? Il y avait le ministre du Travail et le ministre de la Relation avec le Parlement, comme habituellement quand on parle de retraite d'ailleurs. Et voilà, non, je pense qu'elle a bien compris l'importance que nous attachions le fait que nos demandes étaient des demandes déterminantes, si je puis dire, pour la suite du débat au Parlement. Jacques Hébert, indépendant. J'ai entendu Aurélien Pradier dimanche dernier sur France 3. Peut-être vous l'avez écouté. Il a dit deux choses. Il a dit d'abord que la majorité était persuadée que la majorité des députés était contre le projet, donc vous avez répondu. Mais il a dit une deuxième chose intéressante sur quelqu'un qui est issu de vos rangs, le ministre de l'Intérieur. On lui demandait qu'est-ce que vous en pensez de Gérald Darmanin. Il a répondu, et je cite, deux points, ouvrez les guillemets, ce n'est pas un ministre de l'Intérieur, ça n'est qu'un agitateur. Vous partagez cet avis ? Oui, moi je comparais ce matin à un hamster qui tournait en rond dans sa cage. Objectivement, le bilan du ministre de l'Intérieur est désastreux. Qu'il s'agisse d'insécurité, ils ont réussi à aligner les chiffres de l'insécurité sur ceux de l'inflation, sur des chiffres à deux chiffres maintenant, 14-15% sur les faits de violence, enfin un bilan franchement calamiteux. Et le pire, c'est encore sur les questions d'immigration. Sur l'immigration, on est à 150 000 demandeurs d'asile cette année. 150 000. Je précise évidemment que ça ne prend pas en compte les réfugiés ukrainiens, qui sont les 65 000 réfugiés ukrainiens, qui sont comptabilisés par ailleurs. Donc, 150 000. Juste un élément de comparaison, la dernière année du quinquennat de Nicolas Sarkozy, on était à 40 000. Et on était déjà après Lampedusa, etc. Donc là, 150 000. Donc la France, c'est the place to be quand on est un migrant, quoi. On sait qu'on est bienvenu. Autre chiffre, on pourrait dire, ah oui, mais c'est compliqué, les migrants, les bateaux, voilà. Autre chiffre qui dépend totalement du gouvernement, c'est les premiers titres de séjour accordés. Ça, ils ne peuvent pas dire qu'ils y sont pour rien. Ils sont rarement en compétences liées, c'est vraiment un acte des préfets d'accorder des titres de séjour. On est, j'ai vérifié le chiffre avant de venir, 320 000 titres de séjour, primo titres de séjour. 320 000. Autrefois, on disait que l'immigration annuelle, c'était
une ville comme Montpellier, là on est au-dessus maintenant. On est une ville comme Nice ou comme Nantes. 320 000. Comment voulez-vous réussir l'intégration avec 320 000 nouveaux titres? Enfin, c'est absolument calamiteux. Même François Hollande faisait mieux. C'est dire, quoi. Les chiffres ont explosé depuis les quinquennats de M. Macron. Et donc, je ne sais pas à quoi sert le ministre de l'Intérieur, mais visiblement, ça n'intéresse pas grand monde et ça n'intéresse pas le président de la République. Il n'y a pas de politique digne de ce nom mise en place par l'exécutif. Et c'est certainement pas le projet de loi immigration, je ne sais pas si vous avez vu le texte, qui va répondre à quoi que ce soit. La première disposition, c'est faciliter les régularisations de clandestins. Ça commence bien. Et ensuite, on est sur des mesures extrêmement technocratiques qui ne changeront pas grand-chose. Bonjour, Alexis Cuvillier de BFM TV. Selon différents comptages qu'on a beaucoup lus dans différents médias ces derniers jours, il y a visiblement un petit tiers du groupe de députés qui dit qu'en l'état, il est opposé à cette réforme. Est-ce que vous avez la garantie que ces députés finalement se rallieront à votre position s'il y a bien un geste du gouvernement sur cette histoire de 44 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler autour de 20 ans? Merci. Écoutez, je pense qu'il y aura toujours quelques députés qui, en toutes circonstances, ne voudront pas voter. Voilà, vous posez la question, je respecte leur liberté de vote. Je me suis toujours défendu la liberté de vote au sein de notre groupe. C'est ce qui fait sa singularité à côté de groupes composés de gens désignés par les partis et obéissant strictement à leur parti. Ça me paraît contraire au mandat parlementaire qui doit être fait de conviction. Voilà. Mais je pense que si le gouvernement satisfait un certain nombre de nos demandes, il y aura une majorité très nette qui permettra l'adoption de la réforme. Oui, c'est un des sujets importants auxquels un certain nombre de députés sont particulièrement sensibles. Vous avez cité tout à l'heure Aurélien Pradié. Aurélien, hier, s'est engagé, s'est exprimé très clairement en réunion de groupe en disant que si on obtenait cette mesure telle qu'on l'a défendue dans notre amendement de groupe sur le fait que dans les carrières longues, personne ne devait être amené à faire plus de 43 ans, etc., il voterait la réforme. Bonjour, Audrey Tison, France Info au fond. Est-ce que quelque part, ça ne vous arrangerait pas, vous, président d'un groupe a priori divisé aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de vote sur ce texte, qu'on n'aille pas au bout? Non, je dis, moi je pense qu'on aura... je pense que si le gouvernement répond à cette demande, qu'une fois encore, dont il sait, une fois encore que ce n'est pas qu'une demande des députés les Républicains, que c'est aussi celle de grandes organisations syndicales, que c'est relayé par des employeurs, des organisations d'employeurs comme la CPME ou l'UDP, je pense qu'il... il peut y avoir une majorité claire et il n'y a pas de difficulté là-dessus. Après, je ne sais pas où en est l'unité au sein de la majorité, ça c'est un autre sujet. Vous avez rencontré, me semble, la semaine dernière, M. Berger de la CFDT. Est-ce que ça veut dire que vous essayez de créer une ligne LR-CFDT Non, moi je n'ai pas rencontré que Laurent Berger. J'ai rencontré 2 fois Laurent Berger. J'ai rencontré François Omril, le patron de la CGC, que je connais bien pareil, que j'ai vu assez régulièrement depuis plusieurs années, sur les questions notamment de défense de l'outil industriel. J'ai rencontré le patron de FO, le patron de la CFTC, enfin voilà, j'ai rencontré toutes les grandes organisations syndicales, à l'exception de la CGT, pardon. Mais la CGT n'ayant pas beaucoup de propositions à faire, c'est non à tout, ça me paraissait pas essentiel de les rencontrer sur ce texte.
je ne m'en peux empêcher, je réponds à des invitations de la CGT. J'étais à Montreuil, alors une invitation de la CGT, Fédération des mines et de l'énergie, sur la politique énergétique du pays. Donc je respecte toutes les organisations syndicales. Mais en tout cas, sur cette réforme des retraites, ils ne paraissent pas très... avoir fait beaucoup de propositions. Enfin voilà, donc non, on travaille avec les organisations syndicales. Ce qui m'a frappé, c'est qu'eux nous disent que c'est silence radio de la part de l'exécutif, qu'il y a très peu de dialogue social dans le pays. Je pense que c'est ça aussi que paye cette réforme, quoi. Je pense que le président de la République s'est comporté avec les partenaires sociaux comme il s'est comporté avec le Parlement depuis 5 ans, c'est-à-dire un peu de verticalité du pouvoir. Ce pays a besoin d'autre chose. Il a quand même besoin qu'on s'écoute, qu'on se parle et qu'on se respecte. Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Domenac de Challenge. Il y a une hausse qui intervient là pour les tarifs des autoroutes en février. Une hausse que beaucoup, notamment le rapport d'inspection des finances, considèrent comme trop importante. Donc, dans ce rapport d'inspection des finances, il est aussi relevé que les sociétés d'autoroutes ont fait des bénéfices, des hyper-bénéfices, bien au-delà de ce qui était envisagé. Donc, 3 questions. Est-ce que la hausse de février vous semble justifiée, 4% je crois de mémoire, ou bien est-ce que vous pensez que les sociétés d'autoroutes devraient en rabattre? 2, est-ce qu'une ponction exceptionnelle des hyper-profits des sociétés d'autoroutes vous semble possible, souhaitable? 3, les concessions arrivent à terme en 2031-36. Est-ce que vous avez commencé à envisager les moyens d'y faire face, de répondre? Et qu'est-ce que vous envisagez? Alors, malheureusement, j'ai pas regardé de très près ce sujet des tarifs, et donc je ne peux pas vous répondre positivement. Est-ce qu'ils sont allés au-delà ou pas de ce qui est autorisé dans les concessions? Je ne vais pas vous dire de bêtises. Sur la question du renouvellement des concessions, ça en tout cas c'est un vrai sujet. Moi très clairement je fais partie de ceux qui considèrent que la privatisation des sociétés d'autoroutes a été une erreur. J'en ai souvent parlé avec le collègue Gilles Carrez, qui était rapporteur général de la Commission des Finances. J'ai eu le sentiment à l'époque d'être mis dans le fait accompli par le Premier ministre de l'époque. Voilà, je pense qu'il faut très clairement qu'on réfléchisse à la façon dont l'État peut reprendre la main, quoi, sur ce sujet. Voilà, il faut quand même savoir regarder avec lucidité aujourd'hui un certain nombre d'erreurs qui ont été faites à une époque où, voilà, on nous a vendu l'illusion de l'extension du domaine du marché, y compris à des monopoles. Ça vaut pour les autoroutes, monopole, ça vaut pour l'énergie. Voilà, c'est 2 sujets sur lesquels je pense qu'il faut véritablement qu'on remette les choses à plat, quoi. Sans parler de conclusion à ce stade, mais vous évoquez l'énergie, est-ce que déjà la commission d'enquête sur l'énergie en général et le nucléaire en particulier, dont vous avez pris l'initiative, est-ce que le travail de cette commission d'enquête vous inspire déjà un certain nombre de réflexions? Je laisserai le président de la commission d'enquête faire le compte-rendu le moment venu. Enfin, je pense qu'elle a permis d'accéder à beaucoup d'informations à un moment qui était quand même, les questions énergétiques étaient cruciales, d'établir très clairement des responsabilités. Il y a eu des fautes de certains gouvernants, des fautes graves en termes au nom de raisons très politiciennes, de petits accords électoraux, d'une influence d'un lobby écologiste sur cette question, sur les décisions d'intérêt national. Moi, je considère que c'est un vrai sujet. On en reparlé hier avec Raphaël Schellenberger. Je pense qu'il faut notamment que cette commission d'enquête creuse un peu plus la question des potentiels conflits d'intérêts entre des ONG et des intérêts privés, quoi. Quand on voit que pas de bêtises, ministre verte ou ancienne ministre verte en Belgique de l'énergie avait comme principal client Gazprom, on comprend pourquoi elle était anti-nucléaire, quoi. Comment des choses pareilles sont-elles possibles? Or aujourd'hui, il suffit d'être ONG pour échapper à peu près à tout contrôle en termes de conflit d'intérêts. ONG, alors c'est d'autant plus regrettable que les gens de bonne foi pensent que les ONG défendent un intérêt général,
espèce de règles de morale, d'éthique, de bien commun, etc. Non, parfois elles sont financées par des gens qui sont totalement animés. Donc je pense qu'il faut avoir les mêmes règles demain de transparence sur les ONG qu'on en a sur les hommes politiques, qu'il faut qu'il y ait les mêmes règles d'absence de conflit d'intérêts. Il y a plein d'organisations absolument étonnantes, même mises en place par l'État, où on se rend compte que les gens ont fait des allers-retours avec des intérêts privés qui sont absolument incroyables. Enfin, entre l'ADEME et le lobby éolien, vous avez des liens aujourd'hui qui sont très clairs, quoi. Des gens qui ont eu un parcours entre de l'un à l'autre de manière que je pense problématique. Je reviens sur le projet de loi immigration qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres et que vous évoquiez tout à l'heure. Le gouvernement explique que c'est un projet de loi qui marche sur deux jambes. D'un côté, plus d'expulsions, notamment pour les étrangers délinquants. De l'autre, la possibilité, sous certaines conditions, de carte de séjour pour des étrangers en situation irrégulière qui travaillent dans ce qu'on appelle les secteurs tendus. Pour vous, ce projet de loi, il est trop loin du compte pour que vous envisagiez, in fine, de le voter ? En même temps, plus d'admission et plus d'expulsion, franchement, j'ai un petit peu de mal à comprendre, quoi. Enfin, on est vraiment dans la limite du en même temps, quoi, ou du truc qui tourne en rond pour rien, quoi. Non, franchement, c'est un texte qui est très technique. Pas qu'il n'y ait pas des mesurettes techniques intéressantes. Moi, j'en ai parlé, je suis allé voir assez rapidement quand ce texte a été annoncé, François-Noël Buffet, qui est le président de la commission des lois du Sénat. Je suis allé le voir avec Pierre-Henri Dumont, qui est notre orateur sur les questions d'immigration. François-Noël Buffet lui-même reconnaissait que c'est les mesures qu'il a préconisées pour réformer le droit des OQTF, etc., c'était des mesures importantes. Son rapport, c'est les conclusions de son rapport, mais que ça ne suffisait pas à faire une politique de l'immigration, quoi. Donc on est évidemment beaucoup trop loin du compte. Sur ce texte-là, vous pensez que vous serez sur la même ligne, vous, à l'Assemblée, le groupe Les Républicains et vos collègues sénateurs de droite au Sénat ? Parce qu'on voit que sur certains textes, c'est parfois un petit peu compliqué. Il y a des commissions mixtes paritaires députés-sénateurs qui sont conclusives, comme sur les énergies renouvelables, texte contre lequel votre groupe a voté hier. Comment vous faites ? Est-ce qu'on a beaucoup parlé du groupe Les Républicains sur les retraites avec vos collègues sénateurs ? Comment ça se passe ? On a échangé assez régulièrement. Après, on se voit régulièrement. C'est qu'Annie Genevard avait mis en place ce comité de coordination qui s'était un peu interrompu là, le temps du renouvellement des instances des Républicains. On va reprendre, je crois, dès la semaine prochaine. Voilà, on se voit régulièrement. Il n'y a pas de différence majeure. Parfois, une fois encore, il y a des différences un peu de point de vue. Le Sénat est toujours a tendance à défendre des avancées qu'il a obtenues, qu'il considère avoir obtenues, quand nous considérons avec un regard peut-être un peu plus général que le compte n'y est pas, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir parfois des différences de vote, mais qui relèvent de la nuance, pas de la divergence. Concernant le parti, les Républicains, Éric Ciotti a annoncé la composition de la direction du parti qui va de François-Xavier Bellamy à Aurélien Pradié. Vous considérez aujourd'hui que tout ça fait une cohérence et que le parti est en ordre de marche ? C'est un peu plus large qu'Aurélien Pradié et encore plus large. Bellamy. Il y a plus de monde que ça, si j'en juge par l'organigramme que j'ai vu. Non, écoutez, moi, franchement, je me réjouis de la composition de cette équipe. Je me réjouis que ce que les oiseaux de mauvaise augure prophétisaient, si un tel est élu, le parti explosera, n'est absolument pas le cas, que tout le monde se retrouve, que les moments de mauvaise humeur exprimés par l'un ou l'autre ont vraiment n'ont pas perduré au-delà du temps d'un tweet, qu'aujourd'hui tout le monde est très heureux de travailler ensemble. Il y a des différences de personnalité, mais qui pour moi sont un enrichissement, et vraiment je le dis sans langue de bois. Vous savez, j'ai commencé à fréquenter cette assemblée à l'époque où Jacques Chirac était président du RPR, Édouard Balladur Premier ministre, Philippe Séguin président de l'Assemblée nationale. J'ai travaillé pour Charles Pasqua. Voilà, on avait quand même une grande diversité de tempéraments, et c'est ce qui fait la richesse d'un parti politique.
Ça justifie une armée mexicaine, parce que quand on voit l'organigramme, on a l'impression quand même que, on a toujours que aimé tout le faire monde y est. on a toujours aimé faire des organigrammes fournis. Alors, n'exagérez pas, on est un peu plus de... Je sais pas combien il y a de noms, 50, on est un peu plus que ça en nombre d'adhérents quand même. 69. Mais je crois que M. Ciotti a dit qu'il annoncerait bientôt la composition d'un contre-gouvernement. Et vous-même, à quel poste vous verriez-vous quand vous ne serez plus président du groupe? Quand je ne serai plus président de groupe, écoutez, je ne sais pas, on verra. Non, cet horizon suffit à mon bonheur de chaque jour. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Retraite, à propos des retraites, est-ce que vous fixez un seuil à la redistribution à l'intérieur de la réforme? Bercy a donné une évaluation initiale. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus? C'est évident par rapport aux aménagements annoncés. Est-ce que vous avez demandé à Bercy une évaluation? Est-ce que vous fixez un objectif sur ce plan? Non, alors je vais être très franc avec vous. C'est vrai qu'on a un peu de mal, c'est vrai, à voir clair sur ce point-là. Je crois que le gouvernement lui-même a parfois un petit peu de mal à mesurer l'impact des mesures. Hein. Moi, je vous parle très, très franchement sur la mesure qu'on demande, notamment de se limiter à 43 années sur les carrières longues. Vous avez des chiffres assez fantaisistes qui ont circulé. Voilà, et le gouvernement ne fait pas mystère que tout ça demande un petit travail à chaque fois d'évaluation. Donc, bon, je ne suis pas capable de vous répondre. C'est un sujet qu'on va suivre assez précisément, quand même, évidemment, dès qu'on sera sorti de commission. Mais je ne peux pas vous répondre a priori, quoi. Après, bien sûr, il ne faut pas annihiler, il ne faut pas que la mesure d'âge, elle annihile les choses. C'est pour ça d'ailleurs que sur les régimes spéciaux, on propose des redistributions à l'intérieur des mesures. Si on propose une mesure qui, mettons, va atténuer l'effet d'1 milliard ou 1,2 milliard ou 1,5 milliard, je ne sais pas, sur les 43 ans, 44 ans, on propose aussi un effort de convergence plus important sur les régimes spéciaux. On a aussi ce souci quand même, effectivement, de garder l'équilibre global de la réforme. Une fois encore, il ne faut pas quand même qu'au bout du compte, il y en a qui repoussent l'âge à 64 ans pour certains et que les écarts restent trop importants avec certains secteurs. Première question. Oui, j'ai une toute petite question sur l'immigration, puisque à l'issue du Conseil des ministres, Gérald Darmanin s'est dit certain d'arriver à un compromis sur ce texte, sans dénaturer le texte, et il dit qu'il écoutera les oppositions, et singulièrement les oppositions de droite. Est-ce que c'est une main tendue pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à la saisir? Il répète en boucle qu'il est certain d'arriver. Écoutez, moi, je crois que Bruno Retailleau, comme moi, avons dit que le compte était très, 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 très loin d'y être. Voilà, c'est tout. Et franchement, on sent qu'il y a un problème, enfin, ici singulièrement à l'Assemblée nationale. On a un président de la Commission des lois qui est très protecteur des droits, des libertés, y compris donc pas très allant sur les procédures d'expulsion, un ancien jeune socialiste, donc idéologiquement on ne le sent pas prêt à être très énergique sur le sujet. En clair, moi je considérais qu'il y avait une majorité pour voter dans cette Assemblée un texte très à droite sur les questions d'immigration. Même Madame Le Pen s'était dit que, dans une interview il y a plusieurs mois, avait dit que pourquoi pas, elle pourrait voter un texte. Bon, visiblement, ça fait très peur au gouvernement, et une partie du gouvernement peut-être contre une autre, et du coup, ils ont fait un texte qui ne ressemble pas à grand-chose, quoi. Et moi, vraiment, s'il y a un sujet, je pense... Moi, je pense qu'on a, quand on regarde l'abstention dans ce pays, quand on regarde l'état d'énervement des Français qui est justifié par plein de choses, je pense que tout ça renvoie à un vrai sujet qui est quand même la crédibilité de la parole publique. Les Français, aujourd'hui, ne savent plus à qui ils peuvent faire confiance. Il y a une perte de confiance qui est totale à l'égard du monde politique et qui explique une espèce de résignation à voter pour les gens les plus radicalisés sans pour autant souhaiter vraiment leur élection, ou à défaut pour un président de la République
voilà. On sent bien qu'il y a cet énorme problème de manque de confiance. J'entendais un sondeur dire qu'aujourd'hui, les taux de confiance des hommes politiques dans les classements, évidemment, ceux qui sont le plus haut sont quand même très bas par rapport à ce qu'on connaissait il y a 20 ans. Donc ce problème de la confiance, il est immense. Et donc il y a des sujets sur lesquels il faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut arrêter d'être dans la posture. Donc sur la réforme des retraites, c'est pour ça que nous, on fait ce choix, qui n'est pas le plus facile. On aurait pu dire, oh là là, non, M. Macron s'y prend trop mal, c'est pas le bon moment, il y a de l'inflation, donc on va faire ça plus tard. Non, je pense qu'il y a un moment, il faut encore, on aime ou on n'aime pas M. Macron, moi je l'aime pas beaucoup, vous l'avez compris, mais pas pour autant qu'il faut être dans la posture, il faut assumer ses convictions. Je pense qu'une sorte d'originalité peut-être en politique aujourd'hui à assumer ses convictions. Je pense même que c'est peut-être quelque chose qui peut être payant, que d'être, recréer un peu de crédibilité, que de dire nous, voilà, on a des convictions et on regarde ce qui se passe, on écoute, mais au bout du compte, on se décide en conviction. C'est le cas sur la réforme des retraites et c'est le cas sur la question de l'immigration. Moi, je pense que s'il y a un sujet aujourd'hui sur lequel les Français ne supporteraient pas qu'on fasse semblant, c'est vraiment la question de l'immigration. Regardez tous les sondages, là, pour le coup, vous avez des taux de réponse quand même extrêmement importants sur une volonté de reprise en main, si je puis dire, de nos frontières et un peu de notre destin commun, quoi. Des sondages extrêmement, avec des taux d'adhésion à des propositions de fermeté en matière d'immigration qui sont extrêmement importants, autour de 75%, si ce n'est plus. Donc on n'a pas le droit de faire semblant. Ce serait coupable aux yeux des Français, enfin à mes yeux, de faire semblant qu'on règle le problème quand on ne le règle pas. Voilà. Et là, ce serait la porte encore plus grande ouverte à ceux qui tiennent les discours les plus radicaux. On a légèrement dépassé le temps qui nous était imparti, mais si vous permettez, une toute dernière question. Oui, bonjour, Pierre Duquesne de Contexte. Ce matin, en commission des finances, la proposition de loi de Philippe Brun visant à nationaliser EDF et de ne pas en rester à la montée à 100% au capital, mais d'aller au-delà, était discutée. Et les députés LR ont plutôt voté, je suis parti avant la fin, mais ont voté l'article 1, l'article 2, donc aller dans le sens de voter cette proposition de loi. Est-ce que vous savez déjà si le 9 février, le groupe LR va, dans l'hémicycle, soutenir cette proposition de loi ? Vous êtes parti de la commission avant la fin et moi je ne sais pas ce qui s'est passé en commission. Ce que je sais, c'est que le rapporteur Philippe Brun avait été prêt à déposer des amendements et se disait prêt à modifier de manière très substantielle quand même son texte. En clair, la nationalisation, si c'est pour retomber dans un statut avec des personnels sous statut, non. J'étais avec le député Brun, avec M. Ruffin, avec quelques autres, avec Sébastien Jumel, à un colloque à la CGT, mené par la CGT des Mines, où M. Brun voulait faire prendre le serment de Montreuil sur la renationalisation d'EDF. Bon, j'ai dit, écoutez, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses, mais ne nous emballons pas. Si c'est pour remettre tout le monde sous statut, je ne suivrai peut-être pas jusque-là. Voilà. En revanche, si le sujet, c'est d'affirmer collectivement une opposition à un démantèlement d'EDF, un démembrement d'EDF, comme l'a rêvé M. Macron dans son précédent quinquennat, c'est-à-dire je renationalise à 100% d'une main pour mieux privatiser des morceaux de l'autre, on peut tout à fait se retrouver sur ce projet-là. Donc on attendra de voir ce qu'est le texte qui vient en discussion. Voilà, si M. Brun va venir sur plutôt ce projet, c'est-à-dire un non collectif au projet Hercule, ou un nouveau projet Hercule, on peut s'entendre. Je pense que ça fait partie, on parlait des sociétés d'autoroutes, je pense que c'était vraiment un des sujets sur lesquels la France doit changer de tonalité dans ses discussions avec la Commission européenne.
tous les choix que la Commission européenne nous a imposés en matière d'énergie ont été catastrophiques. Donc, il faut réaffirmer la singularité du modèle français et le fait que EDF est un service public d'intérêt économique général dont il faut sauvegarder l'intégrité et revenir sur un certain nombre de bêtises qui nous ont été imposées par la Commission européenne. D'ailleurs, dernier point, si vous permettez, sur l'énergie, je continue de dire, je le répète depuis le mois de juillet, que le gouvernement n'a toujours pas pris la mesure du problème des entreprises. Le plafonnement à 280 qui a été euros le mégawattheure pour certains est très insuffisant. Le système de l'amortisseur qui a changé 12 fois en 3 mois reste très insuffisant pour beaucoup de PME. Et aujourd'hui, je suis allé dans plusieurs entreprises et les aider à comprendre comment allait marcher leur système d'amortisseur. Très clairement, on arrive au bout du compte à une subvention de 20%. Mais quand vous vous êtes pris un x7, le 20% d'aide, ça ne suffit pas. Et très clairement, on va avoir des défaillances d'entreprises, des défaillances de petites PME industrielles. C'est absolument catastrophique. Et une fois encore, le gouvernement est totalement à côté de la plaque. Pour une raison que j'ai mis du temps à comprendre, mais c'est qu'en fait, ce n'est pas Bercy qui gère les questions d'énergie. Moi, je pensais naïvement que Bruno Le Maire et Bercy s'occupaient de ces questions-là depuis le mois de juin. En réalité, c'est le ministère de l'écologie qui gère la question de l'énergie. Et donc, on a perdu beaucoup de temps. En commission d'enquête, on a auditionné le patron de RTE. Je lui ai demandé sous serment quand est-ce que le gouvernement lui avait demandé d'étudier un scénario ibérique, c'est-à-dire un scénario où on calcule le prix de marché différemment. Les Espagnols l'ont demandé au mois d'avril. Réponse sous serment au mois d'octobre. Ils ont beaucoup anticipé. Dès le mois d'avril, on savait que les prix d'électricité, c'était x5, x7, x10, pour reprendre l'expression de M. Macron. Voilà. Il n'y a qu'au mois d'octobre qu'ils se sont réellement préoccupés de savoir si on pouvait faire autrement que subir les prix importés de nos voisins, chez nos voisins allemands. Merci Olivier Marleix d'avoir répondu à notre invitation et surtout à nos questions. Juste un mot pour vous dire qu'on évoquait il y a quelques instants la journée d'initiative parlementaire du groupe socialiste. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, mercredi prochain, puisque c'est Olivier Faure qui sera notre invité. Merci.